L'esclavage aux États-Unis débute dès l'arrivée des premiers colons à l'embouchure de la Chesapeake. Les besoins en main-d'œuvre servile se font sentir très tôt, lorsque les fondateurs de Jamestown, envoyés par la Virginia Company of London, découvrent la rentabilité liée à la culture du tabac. Les plantations fleurissent partout, mais il faut trouver de la main-d'œuvre agricole à moindre coût. L'asservissement est tout d'abord blanc, puisque constitué de travailleurs sous contrat d'origine anglaise, les engagés ou indentured servants, à la solde de propriétaires qui ne respectent que rarement les clauses de ces contrats qui prévoient pourtant l'affranchissement après 5 à 7 années de dur labeur. En 1619, débarquent les premiers Africains arrachés à leurs terres à bord de navires hollandais, affrétés par des compagnies britanniques. Ils sont presque une exception, car la traite vers l'Amérique du Nord n'a et n'aura rien de comparable avec celle organisée vers les Antilles et vers le continent sud-américain, qui représente 95% des départs contraints. Si dans un premier temps, le sort des Noirs est semblable à celui des engagés blancs, leur statut se durcit rapidement pour faire d'eux des biens meubles, goods and chattels, attachés à leur maître de façon permanente et héréditaire. Les codes noirs parachèvent la déchéance de cette population en interdisant notamment les mariages interraciaux et en contraignant les Blancs à participer au maintien de l'institution servile. Les Noirs sont ainsi privés de toute humanité et réduits au rang de propriété des planteurs blancs, la couleur devenant un critère déterminant. Des tentatives seront faites pour réduire en esclavage les autochtones, mais sans grand succès. L'esclavage se répand de manière inégale à travers les colonies et se développe surtout dans les régions du Sud, qui suivent le même modèle économique fondé sur la culture et l'exportation de matières premières agricoles, tabac, riz, lin, indigo et surtout le coton, dont la production ne cessera d'augmenter pour devenir prédominante dans la première moitié du XIXe siècle. La révolution qui éclate en 1776 et voit les colonies américaines déclarer unanimement leur indépendance de la Grande-Bretagne ne peut occulter totalement le clivage nord-sud qui se creuse à cause de ce que l'on appelle pudiquement l'institution particulière. Le combat des insurgés américains se joue sur le fond de la théorie du droit naturel, lequel revendique expressément l'égalité entre les hommes selon la formule de Jefferson dans la Déclaration d'indépendance. Nous tenons pour vérité évidente que les hommes naissent égaux. Comment concilier un tel principe avec l'existence d'une population servile qui, dans les nouveaux États du Sud, représente jusqu'à 50% de la population totale? Au nord, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes, les États de Nouvelle-Angleterre et du centre n'ayant que très peu recours à l'institution servile. Ainsi, il n'est pas difficile de prononcer la mise hors la loi de l'esclavage dans la plupart de ces États, alors même que la guerre n'est pas terminée. Avec la signature du traité de Paris qui reconnaît l'indépendance des États-Unis en 1783, une confédération d'États est créée qui ne questionne pas le paradoxe qu'il y a à laisser cohabiter des États libres à côté d'États esclavagistes, créant ainsi une structure bancale qui ne pouvait résister longuement. La Constitution élaborée lors de la Convention de Philadelphie en 1787 échoue à trancher le nœud gordien de cette double entité que constitue la nation américaine. Un compromis boiteux est signé qui, sans utiliser le terme d'esclavage, en reconnaît l'existence et l'intègre au calcul de la représentation nationale, comptant de la façon la plus arbitraire un noir pour 3/5 d'un blanc. De même, une clause est insérée dans le texte obligeant tout citoyen américain à dénoncer les fugitifs afin qu'ils soient remis entre les mains de leur maître. Seul est dénoncé la traite des Noirs dans la loi fondamentale, laquelle doit disparaître dès 1808, engagement qui ne sera que partiellement respecté et remplacé par une traite intérieure aux États-Unis. L'esclavage connaît un développement constant au cours de la première moitié du XIXe siècle, en particulier avec l'explosion de la culture du coton, désormais dominante. Cette monoculture donne au Sud profond une stature nouvelle, et le marché mondial lui ouvre des débouchés qui paraissent infinis, alors même que la région dépend de prix qui sont extrêmement volatiles et de taxes sur les exportations décidées à Washington. Cette extension de l'institution particulière entraîne par réaction l'apparition d'un mouvement abolitionniste à partir des années 1830. Jusque-là, un consensus tacite s'était établi qui fermait les yeux sur l'aberration d'un système démocratique dont les valeurs et les principes étaient en contradiction avec la pratique de l'esclavage. Les révoltes serviles avaient été nombreuses et parfois violentes, mais elles trouvent des voies nouvelles et radicales à partir des années 1830. Les revendications de David Walker en 1829 et l'exemple de Nat Turner à l'origine d'une révolte sanglante inquiètent les propriétaires du Sud.
Les discours de plus en plus pressants des partisans d'une abolition immédiate, à l'instar de William Lloyd Garrison et de Frederick Douglass, sont de nature à briser le consensus observé jusqu'ici. Les sudistes réagissent notamment par la voix du sénateur John C. Calhoun, qui, se fondant sur le texte sacré de la Constitution, développe un argumentaire en faveur de la servitude, rejetant la théorie du droit naturel et insistant sur les bienfaits du paternalisme dans l'univers de la plantation. Deux entités irréconciliables voient le jour et sont à l'origine de la célèbre formule d'Abraham Lincoln dans son discours de 1858, prémisse à la guerre civile. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je crois que ce gouvernement ne peut survivre à long terme s'il est fondé à la fois sur l'esclavage et la liberté. La question de l'esclavage n'est certainement pas la cause essentielle de ce combat fratricide, et le fossé entre Nord et Sud s'était creusé jusqu'à un point de non-retour. Ce sont les armes qui mettront fin à cette incohérence. Et pour paraphraser Lincoln, la maison issue de la guerre sera entièrement libre. Ceci posé, l'adoption des amendements de guerre qui déclarent l'esclavage hors la loi en 1865 ne suffiront pas à instaurer une égalité autre que de façade. Les États du Sud continueront une politique de discrimination à l'égard des Noirs et la ségrégation sera inscrite pour longtemps dans les lois dites Jim Crow, qui assurent aux Blancs une prédominance dont les traces n'ont toujours pas aujourd'hui disparu.